m'entendez. Si vous m'entendez, vous pouvez écrire sur le chat oui, je vous entends. Oui, ok, super. Bonjour Alicia. Bonjour. Bon, il reste 2 minutes. Bonjour. On va attendre juste une minute que d'autres personnes arrivent, se connectent et après on va pouvoir commencer le webinaire. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Je voudrais juste, avant de commencer, savoir d'où est-ce que vous nous écrivez? Est-ce que vous êtes en Pologne, dans un autre pays? Écrivez-moi d'où est-ce que vous nous regardez? De Bruxelles, ok, d'accord. De Bruxelles, de Pologne, très bien. Ok, Varsovie, Luxembourg. Ah, je crois que je connais la personne du Luxembourg. Rebonjour. Bien, bien. Moi, je suis à Varsovie, comme vous pouvez le constater. Bien. Alors, quelle heure il est? Oui, on va attendre une minute et on va pouvoir commencer. J'ai une autre question aussi pour vous, puisque là, le webinaire traite spécifiquement des niveaux B2 et C1. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous suivez des cours de français? Vous avez déjà suivi des cours de français? Et où ça? Dans quel établissement? Dans quelle école? À quel niveau? Bonjour, bonjour de Poznan aussi. Est-ce que vous étudiez à l'université? Est-ce que vous étudiez le français au lycée? Dans une école? Est-ce que vous étudiez à l'école Voilà de Varsovie? Où est-ce que vous étudiez? D'accord. Très bien, très bien. Et donc, d'accord. Et donc, voilà, donc si vous assistez aujourd'hui à ce webinaire, c'est que j'imagine que vous avez l'intention un jour de présenter donc le DELF B2 ou le DALF C1. Alors, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est justement comment se passent ces deux examens plus spécifiquement, la différence entre l'un et l'autre. Donc, ça va se passer en 3 parties. La première partie, ça va être simplement une présentation de tous les examens DELF en général. Qu'est-ce que c'est le DELF et qu'est-ce que c'est le DALF? La deuxième partie, ce sera donc présentation du DELF B2. Je peux déjà vous dire que le DELF B2 et C1 sont relativement similaires sur la méthodologie. Donc, tout ce que je vais expliquer sur le DELF B2 va aussi concerner le DALF C1. Et la troisième partie sur le DALF C1, ce sera surtout voir quelles sont les différences avec le DELF B2, puisque ce n'est pas un secret, mais le DALF C1 est bien plus compliqué que le DELF B2. Donc, nous allons voir en quoi est-ce que le C1 est plus compliqué que le B2. Alors, d'abord, juste pour commencer, alors vous avez donc le chat aussi pour m'écrire toutes vos questions. Donc, pendant que je parle, je vois ce que vous écrivez sur le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions aussi sur le chat. J'essaierai, je ne sais pas si je pourrai répondre à toutes les questions, mais j'essaierai de répondre au maximum de questions. Ce que je peux vous recommander, si vous avez des questions spécifiques sur le DALF C1, ce serait d'attendre la troisième partie quand je parlerai du DALF C1. Comme ça, je pourrai répondre aux questions C1 au moment de la présentation du DALF C1. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, je les vois. Alors pour commencer, juste si jamais c'est nouveau pour vous, les examens DELF et DALF, ce sont deux examens différents.
Le DELF signifie diplôme d'études en langue française et le DALF, c'est le diplôme approfondi de langue française. Le DELF se décline en 4 niveaux, niveau A1, A2, B1, B2. Niveau A1, débutant. Niveau A2, débutant intermédiaire, entre débutant et intermédiaire. Niveau B1, c'est considéré le niveau intermédiaire de français. Et le niveau B2 est un niveau avancé de français. Quant au niveau C1 et C2, le niveau C1 est un niveau plus avancé encore, et le niveau C2 est le niveau ultime, le niveau C2 qu'on appelle le niveau de maîtrise. Si j'ai un peu de temps à la fin, je vous parlerai aussi rapidement, brièvement du niveau C2, mais bon, le webinaire se centrera principalement sur le B2 et le C1. Alors le DELF, c'est donc un diplôme officiel qui est délivré par un organisme dont je vais beaucoup parler, c'est l'organisme France Éducation Internationale. Et France Éducation Internationale est donc un établissement public qui dépend du ministère de l'Éducation nationale français, qui est chargé de l'enseignement et la diffusion de la langue française dans le monde. Et c'est donc France Éducation Internationale qui fait les sujets du DELF, qui fait passer les sujets de DELF, qui valide les notes de DELF et qui émet les diplômes officiels. Les diplômes de DELF sont émis par France Éducation Internationale. Dans le monde entier, où que vous alliez, le DELF et le DALF, ce sont les seuls diplômes officiels qui sont reconnus par n'importe quelle école où vous étudiez, n'importe quelle école où vous travaillez. Ce sont les seuls diplômes valables. On parle bien de diplômes qui sont valables à vie, comme n'importe quel diplôme est valable à vie, une licence, un master, même le baccalauréat, c'est un diplôme valable à vie, donc le DELF et le DALF également sont des diplômes qui ont une validité permanente. Alors, comment se passent les DELF et les DALF, quel que soit le niveau du A1 jusqu'au C1? Le C2 est un peu particulier, mais quel que soit le niveau du A1 au C1, vous avez toujours 4 épreuves. Toujours dans l'ordre que je montre ici. La première épreuve, c'est la compréhension orale, c'est-à-dire vous écoutez des audios et vous devez répondre à des questions sur l'audio que vous écoutez. La deuxième partie, c'est la compréhension écrite, où vous devez lire des textes et répondre à des questions sur les textes. La troisième partie, c'est toujours la production écrite, c'est-à-dire une rédaction. Vous devez écrire 1 ou 2 textes selon une consigne qui est donnée. Ce sont les épreuves collectives, c'est-à-dire que tous les candidats passent ces 3 parties en même temps dans la même salle. Quant à l'épreuve individuelle, c'est l'expression orale ou production orale, c'est-à-dire parler. Et là, vous devez parler seul devant 1 ou 2 professeurs. Dans le cadre de l'examen, les professeurs, on les appelle les examinateurs. Donc, si je dis examinateur, ce sont les professeurs. Comme vous voyez, ces 4 parties sont notées sur 25. Donc, si vous faites le total des 4 notes, vous avez une note finale sur 100. Et comme dans tout le système scolaire et universitaire français, pour obtenir le diplôme, vous devez avoir la note de 50 sur 100 pour valider votre DELF ou votre DALF. Voilà. Ça, c'est le point commun pour tous les niveaux. Ce qui varie après, selon les niveaux, évidemment, c'est la longueur. Le A1 est plus court, le C1 est beaucoup plus long. Donc, c'est la durée et aussi le type d'activité que vous faites qui varie du A1 au C1. Et donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur le B2 et le C1. Alors, une chose aussi que vous devez savoir, c'est la déclinaison DELF tout public ou DELF junior. Pour le DELF tout public, c'est une version du DELF qui est destinée aux adultes et aux grands adolescents, c'est-à-dire généralement à partir de 18 ans.
Et quand on dit tout public, ça veut dire que les thèmes qui seront traités, les thématiques, ce sont les thèmes de la société sur les plans publics, personnels, professionnels, éducationnels. On peut vous parler de thèmes de société comme l'environnement, la technologie, le travail, l'éducation, la famille, l'école. On aborde des thèmes de société que l'on voit généralement dans les actualités et dans la vie quotidienne. C'est le DELF tout public. La différence avec le DELF junior, comme vous pouvez le lire, le DELF junior s'adresse à des publics plus jeunes, comme les enfants, les adolescents. Et dans ces versions, seuls les thèmes qui intéressent les plus jeunes sont repris dans les exercices. Donc un DELF junior, les thématiques abordées, ce sera l'école, la famille, le sport, le cinéma, la musique. Ce sont des thèmes qu'on traite aussi avec les adultes, mais avec les enfants, les juniors, plus particulièrement sur ces thèmes-là. Typiquement, pour le DELF junior, on ne parlera pas de travail, d'entreprise, le patron, le salaire, ce sont des thèmes qu'on n'abordera pas en junior. Donc, si vous avez moins de 18 ans, si vous étudiez au lycée, au collège, il est fortement recommandé de passer le DELF junior. Ce que je dis là est valable uniquement pour le B2. La déclinaison tout public et junior n'existe pas en C1. Le C1, c'est uniquement tout public. Par contre, pour le B2, vous pouvez choisir entre tout public et junior. La seule différence, ce sont les thèmes abordés. Le système de notation est le même, la durée des épreuves est le même, l'examen est exactement le même. La seule différence, ce sont les thématiques. Alors aussi, donc les avantages de passer le DELF et le DALF, donc comme je vous l'ai dit, ce sont les seuls diplômes qui sont reconnus dans le monde entier. Le DELF B1, actuellement, le DELF B1 est requis pour avoir la nationalité française, officiellement en tout cas, la nationalité française. Et ce qui est très utile avec le DELF B2 ou le DALF C1, c'est d'accéder aux universités francophones, faire vos études universitaires. Si vous avez l'intention d'étudier à l'université, pour des carrières, on va dire, scientifiques, techniques, on vous demandera certainement le DELF B2. Si vous avez l'intention de faire des études plus de sciences humaines, par exemple le droit, le journalisme, la littérature, les langues, la traduction, on vous demandera le DALF C1. Ça dépend des universités. Si vous devez étudier à l'université en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, etc., vous devez vous renseigner auprès de l'université quel est le niveau que l'université vous demande. Mais je vous dis en général, les spécialités techniques et scientifiques demandent le B2, sciences humaines demandent le C1. Et quoi qu'il en soit, un diplôme sur un CV, c'est toujours avantageux. C'est toujours avantageux pour vous d'avoir même un DELF A1, ça veut dire que vous savez un peu parler la langue. Le DELF A2, le DELF B1 sur votre CV pour trouver un travail, c'est toujours avantageux d'avoir un diplôme qui montre que vous savez parler même un peu une langue étrangère. Alors, ceci dit, on va donc passer dans le vif du sujet avec le DELF B2. Et donc, ce que je vais expliquer pour le DELF B2 est généralement également valable pour le C1, sachant que le C1 sera un niveau de difficulté plus avancé. Donc, vous pouvez passer le DELF B2 si vous avez acquis certaines compétences en français, donc dans les cours de français que vous suivez. Vous pouvez passer le DELF B2 si vous êtes capable de mener sans aucun problème une conversation courante de la vie quotidienne. Par exemple, qu'est-ce que vous avez fait hier? Qu'est-ce que vous allez faire demain? Qu'est-ce que vous aimez manger au restaurant? Quel film vous aimez regarder? Tout ça, vous devez en parler sans aucun problème, parce que ça, ce sont les niveaux antérieurs. Ce sont les niveaux A2 et B1. Donc là-dessus, aucun problème. En DELF B2, vous êtes capable d'écouter des documents authentiques
écrits ou d'écouter des documents authentiques audio et de lire des documents authentiques écrits. Ce que j'appelle des documents authentiques, ce sont des vrais documents qui sont vraiment de la radio francophone, de la vraie télévision francophone, pas les documents qu'on trouve dans les livres. Parce que dans les livres d'école, les documents, ils ne sont pas authentiques, ils sont travaillés, ils sont conçus par des professeurs pour que ce soit plus facile. Donc là, ce ne sont pas des documents de l'école, ce ne sont pas des documents de la classe, ce sont des documents qu'on écoute vraiment à la radio ou à la télévision. Vous devez être capable de les comprendre, pas tout le contenu, mais l'idée générale. Vous devez comprendre la majorité des idées. Reportages, émissions de radio, actualités, extraits de films, etc. Ensuite, vous pouvez passer le niveau B2 si vous êtes capable de donner votre opinion à l'oral et à l'écrit sur les sujets de société que je vous mentionnais tout à l'heure. Donnez votre opinion sur des sujets de l'environnement, des sujets de technologie, sur l'école, l'éducation, l'économie, sans entrer trop dans les détails, mais l'économie, les problèmes de société comme le chômage, l'emploi, les grèves, pourquoi pas. Donner les avantages, les points positifs, les points négatifs, faire des comparaisons entre le bon, le mauvais, etc. Et en B2, vous devez soutenir une conversation, c'est-à-dire à propos de votre opinion, répondre à quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec vous et vous devez pouvoir expliquer pourquoi vous pensez ça et répondre à quelqu'un qui va vous dire qu'il n'est pas d'accord. Ça, ce sont les capacités de communication en B2. La communication doit porter sur ces sujets-là. Après, les capacités linguistiques. Quand on parle de capacités linguistiques, c'est-à-dire la grammaire, les conjugaisons, le lexique ou le vocabulaire, la prononciation. En ce qui concerne la grammaire, vous êtes capable d'utiliser les structures les plus importantes, c'est-à-dire quasiment tout ce que vous avez appris dans vos cours de français, par exemple les articles, les prépositions, les connecteurs de cause, de conséquence, les expressions de l'opposition, l'orthographe, évidemment, les accords au féminin, au masculin. Tout ça, vous devez bien le connaître. Les conjugaisons, toutes, à peu près toutes les conjugaisons, présent, passé composé, imparfait, futur simple, futur proche, conditionnel, subjonctif, vous devez tout connaître. Tout. Euh, à l'exception du passé simple, parce que le passé simple, on ne l'utilise pas dans la vie courante, le passé simple s'utilise uniquement en littérature, donc ça, on vous pardonne, le passé simple, ainsi que le subjonctif imparfait qu'on n'utilise quasiment plus, même dans la vie quotidienne. Donc, on vous pardonne le subjonctif imparfait et le passé simple, mais les autres, vous devez bien les connaître. Quant à la prononciation, vous devez vous faire comprendre toujours, bien prononcer tous les sons du français, même avec quelques erreurs. On ne demande pas une prononciation parfaite, le U, en, on, etc. Si c'est pas parfait, ça va. Mais l'important, c'est qu'on puisse vous comprendre quand même, toujours vous comprendre. Et quant à l'orthographe, à l'écrit, pareil, on vous pardonne quelques erreurs d'orthographe. Vous pouvez faire des erreurs, mais attention, pas tout le temps, pas sur tous les mots. Les mots basiques, par exemple, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Si vous écrivez restaurant, là, c'est un mot basique. Restaurant, c'est un mot basique. Vous devez l'écrire sans erreur. Un mot un peu plus complexe, là, d'accord, on vous pardonne les erreurs d'orthographe. Voilà. En ce qui concerne les capacités communicatives et linguistiques du DELF B2. Alors, donc je vous parlais des 4 épreuves de DELF en général, donc compréhension orale, c'est-à-dire écouter, compréhension écrite, lire, production écrite, la rédaction. Comme vous le voyez ici, ça c'est la première page de l'examen qu'on va vous donner. Le jour de l'examen, on vous donne votre copie.
Et sur la première page, vous avez ces informations-là. En B2, la compréhension audio dure 30 minutes. La compréhension de texte, vous avez 1 heure pour lire les textes et répondre aux questions. Et pour la rédaction, production écrite, vous avez également 1 heure pour écrire un texte. Pour la production orale, vous avez 30 minutes pour vous préparer et l'oral en soi, la conversation durera 20 minutes. Donc, le total des épreuves écrites collectives, c'est 2h30 et l'épreuve individuelle, prévoyez 50 minutes. Alors, comment se passe la compréhension orale? Alors, je dois vous mentionner une chose, c'est que depuis l'année 2020, à peu près, France Éducation Internationale a procédé à une réforme de l'examen DELF. Le DELF a été créé dans sa forme que nous connaissons actuellement. Le DELF et le DALF ont été créés en 2005. Et il n'y a pas eu de grandes modifications depuis 2005, jusqu'en 2019-2020 où France Éducation Internationale a décidé de changer. Alors, vous pouvez avoir l'ancien format ou le nouveau format, sachant qu'en 2023, c'est quasiment toujours le nouveau format que vous pouvez avoir. Il se peut que l'ancien format soit encore proposé, mais c'est de plus en plus rare. Et en 2024, l'ancien format aura totalement disparu. Ce sera le nouveau format en 2024, 100%, je pense. Mais actuellement, voilà, vous pouvez avoir les deux. La différence entre l'ancien et le nouveau format, c'est que dans l'ancien format, vous aviez moins d'exercices de compréhension orale. Vous aviez un seul document long de 5 minutes et un seul document court de 2 minutes. Dans la nouvelle version, vous allez écouter 2 documents de 3 ou 4 minutes, ainsi que 3 documents, mais qui sont plus courts, qui font 1 minute 30 environ. D'accord? Donc, ça fait 2 documents longs de 3 ou 4 minutes et 3 documents courts de 1 minute 30 à peu près. Et vous avez donc des questions auxquelles vous devez répondre. Les documents longs, vous les écoutez 2 fois. Les documents courts, vous les écoutez une seule fois. L'autre différence entre l'ancien et le nouveau format, alors c'est la Pologne, comme n'importe quel pays, peut avoir les 2 formats. Il s'agit des 2 formats. En fait, les sujets de DELF passent d'un pays à l'autre. Les sujets de DELF voyagent. Un sujet est présenté en Pologne, un autre jour, il sera présenté au Japon, un autre jour, il sera présenté au Mexique, et puis, au bout d'un moment, on le supprime. Voilà. L'autre différence entre l'ancien et le nouveau format, c'est que dans l'ancien format, il y avait des questions ouvertes, c'est-à-dire vous deviez écrire la réponse, écrire des phrases pour votre réponse. Ce genre de questions a disparu. Le nouveau format, vous devrez seulement cocher des cases. Vous n'avez plus de réponse à écrire manuellement, ce sera uniquement des cases à cocher. Alors vous allez dire oui, c'est plus facile de cocher des cases. Ne croyez pas que c'est plus facile de cocher des cases. D'abord parce que vous devez lire toutes les options et ensuite vous avez plus de documents et plus de questions. Donc la difficulté est la même, c'est exactement la même difficulté. C'est le format qui change. Voilà. Pour la compréhension écrite, donc lire un texte et répondre aux questions, c'est à peu près la même chose. Dans l'ancien format, vous aviez 2 textes. Dans le nouveau format, il y en a 3. Voilà. Dans l'ancien format, les 2 textes étaient un peu plus longs. Le nouveau format, les 3 textes sont un peu plus courts. Mais en gros, la difficulté ne change pas vraiment. Et même chose, dans le nouveau format, vous aurez seulement des questions à cocher. Vous n'aurez plus à écrire vos réponses. Alors, on va passer à la chose un peu plus stressante en général pour les candidats, qui est l'expression écrite, votre rédaction. Vous avez 1 heure en B2, 1 heure pour écrire un texte. Un texte à propos de quoi? Vous devrez écrire une lettre formelle ou un article. La différence, c'est qu'une lettre formelle s'adresse à une personne
en particulier. Donc, ce qu'on vous enseigne en classe en général, ce sont les salutations pour une lettre. Monsieur, madame, cher lecteur, etc. Pour un article, ce sera cher lecteur. Et ainsi que les formules de politesse finale. Et votre rédaction sera donc en relation avec une problématique de la vie quotidienne, les thèmes de société, environnement, technologie, etc. Pour le DELF junior, on vous demandera d'écrire à propos de l'école, la famille, des choses plus familières pour les jeunes. À propos de ces thèmes, vous devrez écrire, exprimer une réclamation, un mécontentement, une plainte, dénoncer quelque chose qui ne va pas, expliquer, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, demander quelque chose. Euh, et vous devrez donner des arguments avec des exemples, expliquer pourquoi vous avez telle opinion, pour, contre, etc. Il faudra que votre texte soit organisé en paragraphes, d'accord? Introduction, premièrement, deuxièmement, enfin. Donc, les connecteurs logiques qu'on vous enseigne en général dans vos cours de français, les connecteurs logiques, pour faire première partie, deuxième partie, etc. Voilà. Et ce qui est très utile dans votre rédaction de niveau B2, ainsi que le C1, les expressions de cause, la conséquence, vous expliquez une idée, vous expliquez la cause, la conséquence de votre proposition, vous proposez quelque chose, quelles seront les conséquences. Vous pouvez expliquer le but de votre proposition, faire des hypothèses, etc. Donc, tout ce qu'on vous enseigne en réalité en classe est au service de la rédaction de niveau B2. Alors, je vois une question sur le chat. De quelle manière est-ce que je saurai si j'ai le nouveau format? Et là, malheureusement, il n'y a aucun moyen de savoir si vous aurez le nouveau ou l'ancien. C'est absolument secret. Personne ne sait. Donc, vous devez, psychologiquement, vous devez vous préparer aux deux. Mais au niveau de la préparation, c'est exactement la même chose. Le niveau de difficulté ne change pas, les thématiques ne changent pas. Vous ne pouvez pas savoir si vous aurez le nouveau ou l'ancien. Alors, je vous donne un exemple pour que ce soit plus concret. Un exemple de production écrite de niveau B2. L'exemple que je vous montre ici, vous pouvez le trouver sur le site internet officiel que je vous recommande, le site internet de France Éducation Internationale, sur lequel vous trouvez cet exemple de sujet et beaucoup d'autres. C'est le site officiel que je vous recommande de voir. Donc voilà un exemple typique de rédaction niveau B2. Vous vivez en France, dans une zone piétonne du centre-ville. Le maire de votre ville a décidé d'ouvrir certaines des rues de cette zone à la circulation des autobus pendant la journée. En tant que représentant de votre immeuble, vous écrivez une lettre au maire pour contester cette décision en justifiant votre point de vue. La longueur, en général, c'est 250 mots, c'est quasiment toujours la longueur minimum, 250 mots, c'est-à-dire, ça dépend si vous écrivez gros, si vous écrivez petit, mais 250 mots, ça fait une page et demie, à peu près, une page et demie. Alors, quand vous avez cette consigne, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, je vais vous donner quelques recommandations. Vous ne devez pas tout de suite commencer à écrire. Avant de commencer à écrire, déjà, vous devez bien analyser la consigne. Vous écrivez à qui? Ici, vous écrivez au maire. Donc, lettre formelle. Oui. Pourquoi vous écrivez au maire? Là, dans cette consigne, voyez que vous devez contester. Vous devez exprimer un mécontentement. Vous devez expliquer que vous n'êtes pas d'accord. Pas d'accord avec quoi? Avec la circulation des bus dans le centre-ville et le centre-ville où vous habitez. D'accord? Bon, c'est une situation qu'on peut facilement imaginer. Les rues piétonnes, c'est beaucoup plus agréable que des rues avec les bus qui passent, qui font du bruit, qui polluent. Et c'est ça que vous devrez expliquer dans votre lettre. Oui. Donc, vous aurez une feuille de brouillon
qui sera fournie par le centre d'examen sur laquelle vous devrez noter vos idées. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec les autobus? Premièrement, les autobus, ça fait du bruit. Deuxièmement, les autobus, ça pollue, par exemple. Vous voyez. Troisièmement, qu'est-ce que vous pouvez dire? Après, c'est personnel. C'est dangereux, ça peut être dangereux les autobus, non? Bon. Donc, vous trouvez des idées, vos propres idées, et vous les expliquez. Il faut bien expliquer. Pensez à 2 ou 3 arguments, c'est tout. Pas nécessairement avoir 5, 6 arguments, c'est pas la peine. C'est pas la peine. 250 mots, de toute façon, 1 heure, vous avez le temps d'écrire 2 ou 3 idées, c'est tout. Par contre, ces idées, vous devez bien les expliquer. D'accord? Dire que l'autobus, ça pollue, c'est pas suffisant. Pourquoi ça pollue? Ce sont les pots d'échappement qui polluent. Oui. Et pourquoi ça peut faire du mal aux bâtiments, par exemple? Les bâtiments vont devenir noirs. Oui, la couleur noire sur les bâtiments. Vous devez expliquer tout ça. D'accord? Les bus sont dangereux. Oui, ben pourquoi? Pourquoi c'est dangereux un bus? Parce qu'il n'y a pas de passage piéton. Parce que les enfants traversent la rue, ils font pas attention, ça peut faire des accidents. Enfin voilà, mais vous devez bien expliquer pourquoi vous dites ce genre de choses. Et c'est là qu'interviennent les connecteurs de cause, les connecteurs de conséquences. En effet, c'est pourquoi, parce que, parce que, alors je vous recommande d'éviter le parce que c'est très basique. Vous pouvez plutôt mettre le fameux car, en effet, et puis l'opposition, toutefois, cependant, enfin, ce qu'on vous enseigne en général dans vos cours de français, ce que vous trouvez dans les manuels de français, c'est le moment de les utiliser, les fameux connecteurs logiques. Et en B2, ce qui est très apprécié, c'est de faire une petite introduction. Je vous écris à propos de, je ne sais pas, à propos de votre idée d'ouvrir la circulation au bus. Je voudrais exprimer mon mécontentement. Voilà. Juste une petite introduction. Idem, petite conclusion. Voici pourquoi je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord avec la circulation des bus. J'espère vous avoir convaincu et je reste à votre disposition pour un entretien, pour une discussion plus approfondie sur le sujet. Voilà. Écrivez une petite phrase de ce style pour terminer votre lettre. Avec une formule de politesse. Voilà. Voici donc pour la production écrite de niveau B2. Vous avez 1 heure pour faire ça. Ce que je vous recommande avant d'écrire, c'est de bien passer au minimum 10, voire 15 minutes pour penser, réfléchir à vos idées, vos arguments, à l'organisation. Et surtout aussi un conseil essentiel, regardez l'heure. Toujours, vous devez avoir votre montre sur vous. Regardez l'heure toujours. Parce que 1 heure, c'est vraiment 1 heure. Ce n'est pas 1h05, 1h10. Vous ne pouvez pas demander de temps additionnel. Alors, les 5 dernières minutes, vous devez relire. Vous devez consacrer les 5 dernières minutes à la relecture de ce que vous avez écrit pour voir s'il n'y a pas d'erreur, pour corriger les fautes d'orthographe. Une chose aussi d'organisation, vous devez toujours écrire au stylo. Attention, vous n'avez pas le droit d'écrire au crayon. Les DELF sont écrits au stylo bleu ou au stylo noir, uniquement. Pensez à ça. Vous n'avez pas le droit d'utiliser stylo rouge, ni les crayons à papier. Alors, on passe à la production orale de DELF B2. Alors, l'oral, donc là, c'est individuel. Soit c'est le même jour que l'écrit, ça peut être le même jour, ou la même semaine. Ça dépend de l'organisation du centre où vous passez votre DELF. Alors, comme je vous disais, ça dure 50 minutes puisque vous avez 30 minutes pour vous préparer et 20 minutes pour faire la conversation. En quoi ça consiste l'oral? De quoi vous allez parler? Vous allez parler de votre opinion à partir d'un texte, un petit texte, environ 10 lignes, un texte court,
toujours sur un sujet de la vie quotidienne, toujours la même chose, le travail, la technologie, l'éducation, la famille, l'environnement, le sport, la culture, les voyages, etc. Ça peut être des thèmes variés, comme la cuisine aussi, pourquoi pas. Un peu de psychologie parfois même, pourquoi pas. Voilà. On va vous proposer 15 textes, mais vous ne les voyez pas, c'est face retournée. Vous en prenez deux, vous pouvez regarder les deux textes. Vous lisez les titres. Et là, c'est un moment très important parce que sur les deux textes, vous devez choisir celui qui vous intéresse le plus. Donc, on vous laisse 30 secondes, 1 minute pour les lire les deux, et vous devez dire « je préfère celui-ci » ou celui-là. Donc, choisissez vraiment le thème qui vous inspire le plus. Voilà. Et ensuite, on vous laisse 30 minutes pour réfléchir à qu'est-ce que vous allez dire sur ce petit texte. Vous avez une feuille de brouillon pour prendre des notes, donc je vous recommande évidemment de noter votre plan, puisque là aussi, quand vous parlez, vous devez faire un plan. Notez vos idées sur le plan. Je recommande surtout de ne pas écrire ce que vous allez dire mot à mot. Ne commencez pas par écrire toutes les phrases parce qu'en 30 minutes, vous n'avez pas le temps d'écrire tout ce que vous allez dire. Ça, c'est une très mauvaise idée. Donc, écrivez les idées essentielles. Simplement, première partie, je vais dire ça. Deuxième partie, je vais dire ça. C'est tout. Écrivez juste ça. Écrivez vos exemples. C'est tout. Alors ensuite, quand les 30 minutes sont terminées, vous entrez dans la salle d'examen, vous vous asseyez face à deux examinateurs, ils sont toujours deux. Les deux peuvent vous parler, ou il y en a un qui va parler, l'autre qui va prendre des notes. Ça, c'est possible aussi. Ou alors les deux vont vous parler. Mais dans un premier temps, ils ne parlent pas. Dans un premier temps, vous serez seul à parler. Vous allez faire un monologue, c'est-à-dire que vous parlez seul pendant 5 à 7 minutes, à peu près. Vous pouvez avoir votre montre, hein, vous devez avoir votre montre avec vous pour regarder le temps. Et pendant que vous parlez, les examinateurs ne poseront pas de questions, ils ne vont pas vous interrompre. Donc, vous avez la parole tout seul et ils vous écoutent. C'est comme à l'écrit, vous devez faire une petite introduction, présenter le sujet, rapidement résumer le texte que vous avez lu, le petit texte, le résumer brièvement, hein, 1 ou 2 phrases pour le résumer, c'est tout. Les examinateurs ont lu le texte, donc pas la peine de tout expliquer, eux aussi, ils savent déjà de quoi vous allez parler. Et comme à l'écrit, premier argument, première partie, vous expliquez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le texte. Premier argument, deuxième argument, éventuellement le troisième argument. Comme à l'écrit, vous expliquez la conséquence, la cause, les hypothèses, le but, pourquoi vous dites ça. Toujours expliquer pourquoi vous pensez ça. Et quand vous avez terminé, alors là, on passe à la deuxième partie qui est le débat. Ça va durer entre 10 et 13 minutes. Et pendant ce débat, les examinateurs vont interagir avec vous et les examinateurs vont vous poser 2 types de questions. Ils peuvent vous demander de réexpliquer ou de préciser quelque chose que vous avez dit. Typiquement, ça va être alors vous avez dit que vous étiez d'accord avec l'éducation en ligne, vous trouvez que c'est bien. Est-ce que vous pouvez expliquer plus en détail pourquoi vous avez dit ça? Et là, vous devez reprendre votre idée et donner plus d'exemples. Vous devez approfondir ce que vous avez dit. Ouais. Ou les examinateurs vont vous dire pardon, mais j'ai pas bien compris quand vous avez parlé de ça, j'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire. Est-ce que vous pourriez expliquer de nouveau? Donc, vous allez devoir préciser. Ça, c'est la première chose. Le deuxième type de question qu'on pourrait vous poser, et là, ce n'est pas une question, mais c'est plus une contradiction, c'est que les examinateurs ne seront pas d'accord avec vous. Ils vont vous dire, alors vous pensez que blablabla.
Mais moi, je pense que non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que eh ben, l'éducation en ligne, ça favorise pas la concentration, ça fait mal à la tête, ce genre de choses. Voyez. Donc vous, vous êtes d'accord, mais moi, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous répondez? Et là, il y a un débat qui s'installe. Voilà. Alors, n'ayez pas peur, c'est absolument normal que les examinateurs ne soient pas d'accord avec vous, ça fait partie de l'exercice. Ça fait partie de l'exercice, vraiment. On ne doit pas être d'accord avec le candidat, sinon il n'y a pas de débat. Donc, mes recommandations pour préparer le monologue, donc comme je vous disais, notez vos idées, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord. Quand vous avez un texte qui présente une opinion, vous pouvez être totalement d'accord avec le texte. Dans ce cas, vous expliquez pourquoi vous êtes totalement d'accord. Vous pouvez être totalement désaccord avec le texte. Alors, vous expliquez pourquoi vous n'êtes absolument pas d'accord avec le texte. Il n'y a pas de souci. Mais ça peut être nuancé. Ça peut être oui ou non, ça dépend. Parfois, c'est bien, parfois, c'est pas bien. Donc là, vous expliquez votre opinion. Par contre, il faut vraiment que ce soit clair quand même la position oui ou non. À la fin, vous devez quand même trancher. C'est oui ou c'est non. D'accord? Ça peut être oui, mais, ça peut être non, mais. Cependant, il faut que ce soit tout de même suffisamment clair. D'accord? L'erreur à ne pas faire, ce serait de dire, premièrement, cette idée de, je prends l'exemple de l'éducation en ligne, par exemple. Ouais. Premièrement, je pense que c'est formidable, c'est magnifique, c'est super. Bon. Deuxièmement, non, c'est une horreur, c'est catastrophique, c'est épouvantable. Voilà, merci. Bon, eh ben non, ça ne va pas, parce qu'on n'a rien compris. Vous êtes pour ou vous êtes contre? D'accord? Donc, il faut quand même, à la fin, que vous décidiez pour ou contre. Ça, c'est important. Voilà. Euh, voilà ce que j'ai noté. Donc, continuez les causes, les conséquences, les hypothèses. Trouvez des exemples. Des exemples. Il faut que ce soit concret. D'accord? Ne donnez pas juste des idées abstraites. Ne restez pas dans l'abstrait. Donnez des situations concrètes. Comment vous donnez des situations concrètes? Ben, parlez de vous. Parlez de vous, de votre expérience, de votre vie, de ce que vous avez vécu, vraiment, ou de ce que votre famille a vécu, de ce que vos amis ont vécu. Si vous n'avez pas d'exemple, vous pouvez les inventer. Vous pouvez absolument inventer ce que vous voulez. On n'ira pas vérifier que c'est vrai. Vous inventez. Mais en général, dans notre vie quotidienne, on a des exemples qui se rapportent au thème de Delphes B2. Vous pouvez parler de vos lectures, des livres que vous avez lus, des films que vous avez lus. Donc, je vous conseille vraiment de lire beaucoup de livres, regarder beaucoup de films. Et puis, surtout, mon conseil essentiel, l'actualité. Regardez ce qui se passe dans le monde, lisez les journaux, regardez la télévision, regardez Internet. Les informations sont très riches d'idées, que ce soit sur les sujets dont on parle dans les actualités, hein, que ce soit des sujets heureux ou malheureux, les examens, les grèves, le chômage, même la guerre, l'environnement, les réunions, etc. Vous devez connaître un peu ce qui se passe parce que ça vous donne des idées, ça vous donne de l'inspiration pour parler parce que il faut que vous parliez pendant 5 à 7 minutes. Donc, il faut absolument que le sujet vous intéresse et que vous ayez des choses à dire sur ce sujet. Pour le débat, écoutez bien les examinateurs. Si vous n'avez pas compris, parce que vous êtes un peu stressé, ce qui est normal, donc avec le stress, vous avez l'impression que vous ne comprenez pas bien, vous pouvez leur demander de répéter, il n'y a pas de problème. Vous pouvez leur demander de répéter. S'ils vous demandent de réexpliquer, essayez de trouver une autre manière de réexpliquer les choses, ne pas simplement répéter ce que vous avez dit. On voudrait que les réponses soient assez longues, d'accord? Évitez les réponses courtes. Oui, non, parce que ça, c'est trop court. Ça, on ne va pas faire un débat là-dessus. Donc, essayez quand même de faire des réponses un peu élaborées. Voilà. Soyez convaincus, évidemment, par ce que vous dites. Ne stressez pas. Et si je dis ne stressez pas, c'est aussi
propos d'une chose importante. Les examinateurs vont vous mettre la note pas par rapport à vos opinions. On ne va pas noter vos opinions. C'est-à-dire, si vous êtes d'accord avec l'examinateur, vous avez une bonne note, et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez une mauvaise note. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. L'examinateur va seulement noter votre niveau de français. D'accord? Si vous conjuguez bien les verbes, si on comprend ce que vous dites, mais qu'il soit d'accord ou pas d'accord avec vous, ça n'a aucune importance. Aucune importance. D'accord? Vous pouvez être, pour les cours en ligne, c'est notre exemple, vous pouvez adorer les cours en ligne, l'examinateur déteste les cours en ligne, c'est pas grave, c'est pas pour ça que vous aurez une mauvaise note, absolument pas. Et rassurez-vous aussi, en DELF, on ne parle jamais de thèmes politiques et de religion, c'est-à-dire les thèmes personnels. Ce sont des thèmes interdits, en réalité, euh, pour les examinateurs. D'accord? On ne peut pas parler de partis politiques, de personnages politiques, de religion, etc. On ne fait pas ça parce que ce n'est pas un examen de conscience personnelle, surtout pas. Alors, si vous voulez en parler, vous pouvez parler si vous voulez, mais les examinateurs ne parleront pas de ça. Donc, rassurez-vous, ils ne seront pas d'accord avec vous et c'est normal, c'est un exercice. C'est simplement un exercice, c'est une simulation. Voilà. Je crois qu'on a terminé avec le DELF B2. Et comme je vous disais, donc, le DELF C1, c'est très similaire au B2. Donc, tout ce que je viens de dire pour le B2 est également valable pour le C1, mais attention, avec un niveau un peu plus élevé. On va voir les différences entre le niveau B2 et le niveau C1. Différence au niveau des exigences du niveau C1. Quand vous êtes en C1, pareil, les documents authentiques dont je vous parlais, c'est la même chose. Mais attention, en C1, les documents sont plus longs, plus compliqués, avec du vocabulaire plus technique. On peut avoir des textes scientifiques, mais vraiment scientifiques en C1. En B2, on n'a pas trop de documents scientifiques. En C1, on peut avoir des thèmes vraiment poussés. Vous voyez, l'économie, mais d'une manière assez avancée. En B2, ça reste l'économie générale. En C1, plus spécifique. En C1, on peut même parler de choses spécifiquement philosophiques, de littérature assez complexe. Donc là, ça demande un vocabulaire beaucoup plus spécifique. Le niveau d'exigence en C1 concernant l'orthographe, très élevé. Là, même sur les mots difficiles, en C1, on pardonne rarement les fautes d'orthographe. On les pardonne aussi, hein, je vous rassure, mais on pardonne beaucoup moins qu'en B2. Même sur les mots difficiles, là, vous devez bien écrire les mots correctement. La prononciation aussi, on est plus exigeant. Je vous disais, en B2, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Le E, U, en, on. Bon. En C1, si c'est pas parfait, c'est pas grave, mais il faut quand même que ce soit précis, exact. Voilà. Vous avez toujours un accent et vous aurez toujours un accent, ça c'est pas grave, mais on doit toujours vous comprendre. Une autre chose en C1, c'est l'intonation. L'intonation, quand vous parlez, la conviction, l'accent phrastique, on fait aussi attention à ça, à l'intonation pour le niveau C1. Pour les structures grammaticales aussi, en C1, toujours pas le passé simple, ne vous inquiétez pas. Le subjonctif imparfait non plus, non. Mais en C1, on attend des phrases encore plus longues, encore plus complexes, plus d'utilisation de formules, vous savez, les subjonctifs, les conditionnels, les hypothèses, etc. Donc le niveau d'exigence est plus avancé. Quand vous passez votre examen C1, vous avez, pareil, la première page de l'examen, compréhension orale 40 minutes, compréhension de texte 50 minutes. Donc c'est un peu plus court que pour le B2. Par contre, en B2, vous aviez 2 textes. En C1, vous avez un seul texte. Un seul texte en C1, mais vous imaginez qu'il va être plus compliqué que le texte de B2 et les questions aussi, les questions plus précises. Et pour la production écrite, vous avez 2h30.
pour faire la production écrite. L'épreuve au total dure 4 heures. Oui, c'est ça, 4 heures. Pour la production écrite, vous avez deux parties. Une synthèse de documents qu'il n'y a pas en B2. Ça, c'est spécifiquement en C1, la synthèse. Et un essai argumenté, un peu comme au DELF B2. Pour le DALF C1, il y a un seul format. Il n'y a pas d'ancien ou de nouveau. Le format ne change pas. DALF C1, vous avez un seul audio qui dure environ 6 minutes. Donc, c'est assez long. Et vous l'écoutez 2 fois. Et ensuite, vous avez 2 ou 3 documents courts de 1 à 2 minutes. Donc, c'est très court. Mais vous les écoutez une seule fois. Et vous devez répondre à des questions. Pour le texte, comme je vous le disais, compréhension écrite, vous avez un seul texte, mais il est plus long que le texte B2. Et vous devrez répondre à des questions. Et la production écrite, on y vient, c'est la synthèse et l'essai argumenté. Alors, je vais m'attarder un peu sur la synthèse, puisque c'est un thème assez délicat en général pour les étudiants. Quand on n'est pas habitué à le faire, ça peut faire peur, mais là encore, il y a une méthodologie assez simple à suivre. Qu'est-ce que c'est la synthèse pour le C1? On va vous donner 2 ou 3 textes. En général, c'est 2. Ça peut être 3 aussi. 2 ou 3 textes sur un même sujet, sur une même thématique, mais avec des perspectives plus ou moins différentes. Si on prend la thématique de je sais pas, la médecine, par exemple, la médecine biologique, la médecine naturelle, voilà. Vous allez avoir 2 textes qui vont parler de la médecine naturelle, par exemple. Un texte va en présenter les avantages et l'autre peut-être les inconvénients. Ou un texte va parler plus de l'origine, de l'histoire, et un deuxième texte de l'actualité. Donc voilà, ça va rester sur ce même thème, mais avec des points de vue un peu différents. Qu'est-ce que c'est une synthèse? C'est un texte qui va mettre les 2 textes en un seul. C'est une fusion entre les 2 textes. Vous devez écrire un nouveau texte qui va résumer l'un et l'autre dans un même texte. Et pour ça, comment vous faites? Vous devez repérer, analyser les 2 et repérer les points communs entre les 2 textes et les points différents. Qu'est-ce qui est le même d'un texte à l'autre et qu'est-ce qui est différent d'un texte à l'autre? Est-ce que les 2 textes se complètent? Est-ce que les 2 textes s'opposent? C'est ce genre d'analyse que vous devez faire initialement. Vous devez repérer surtout les points importants de chaque texte, parce que les 2 textes sont longs. Donc, quand un texte est long, vous avez les idées principales et les idées secondaires. Tout n'est pas important. Donc, idée essentielle du premier texte, idée essentielle du deuxième texte, éventuellement du troisième texte. Et quand vous avez éliminé les idées secondaires, vous ne gardez que les idées principales. Et de ces idées principales, vous voyez si elles se complètent, si elles s'opposent. Et c'est à partir de là que vous construisez un nouveau texte qui est votre synthèse. Alors, la synthèse est un exercice compliqué aussi par le fait qu'il y a certaines contraintes. Contraintes de longueur. On vous donne une fourchette de mots. Vous devez faire entre temps et temps. Alors, en général, de tout ce que j'ai pu voir, c'est entre 200 et 240 mots, généralement. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire moins, mais vous ne pouvez pas faire plus. D'accord? Sinon, la note risque de baisser. On vous baisse la note si vous faites moins du minimum ou plus que le maximum. C'est pour ça qu'il faut absolument repérer les idées principales, seulement les idées principales, et éliminer les idées secondaires. Sinon, c'est trop long. Ensuite, vous devez faire un plan, comme toujours. Mais attention, faire un plan qui mélange les 2 textes. C'est-à-dire qu'il y a une erreur à ne pas faire. L'erreur, ce serait de faire « je résume le texte 1 et après, je résume le texte 2 » et c'est terminé. Ça, c'est interdit. Vous ne pouvez pas faire ça. Résumer du premier et après,
Le résumé du deuxième, non, ce n'est pas une synthèse. Ça, c'est juste deux résumés. Et c'est bien écrit. Vous ne pouvez pas faire deux résumés, vous devez mélanger les deux, constamment, mélanger. Une idée du premier et après une idée du deuxième. Et puis vous revenez sur le premier texte et vous revenez sur le deuxième et le troisième. Et vous faites des mélanges entre les deux textes. Parce qu'une synthèse, c'est une fusion des deux textes. C'est un résumé, mais un résumé croisé de deux textes en même temps. Et ensuite, la règle d'objectivité. Vous devez rester objectif, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas votre opinion. Attention, là c'est le seul exercice où on ne vous demande pas votre opinion. Vous devez faire des résumés. Vous devez expliquer ce qu'il y a dans les textes, mais pas dire ce que vous pensez. Vous devez rester fidèle au texte. Donc, interdiction de faire des commentaires personnels, interdiction de donner votre opinion, de dire « à mon avis, je pense… » Non, non. Bah là, non. Là, simplement, le texte dit que Monsieur Untel propose. Monsieur Untel n'est pas d'accord. Le journaliste explique que, etc. Le texte dit que. Mais la synthèse, c'est uniquement le texte dit que. Moi, qu'est-ce que je dis? Moi, ce n'est pas important. Uniquement les textes. Sinon, pareil, vous perdez des points. Et enfin, ce qui est important, c'est la reformulation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas réécrire exactement les textes. Un résumé, ça demande de la reformulation des textes. Alors, les mots essentiels, les mots-clés, vous pouvez les garder, évidemment, parce qu'on ne peut pas toujours trouver des synonymes, mais chaque fois qu'il est possible de trouver des synonymes, une autre manière de dire les choses, vous devez le faire parce que on va noter aussi votre capacité à dire la même chose avec des mots différents. Trouver des synonymes. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est un exercice de niveau C1 puisque c'est un exercice assez complexe. Voilà. Alors, je vous mets la grille, mais bon, de toute manière, on ne va pas trop s'attarder dessus. Mais ces grilles, vous pouvez les consulter sur le site internet de France Éducation Internationale. Je vous donne l'adresse après. Sur le site internet de France Éducation, vous avez les grilles de correction des examinateurs quand on va noter votre copie. Comment on vous met une note? Je vous rappelle que les notes sont sur 25. La note de la synthèse est sur 12,5. Et après, vous avez un essai argumenté qui est aussi sur 12,5 parce que le total des deux fait 25 points. Ces grilles de correction que les examinateurs utilisent, vous pouvez les consulter sur le site de France Éducation Internationale. Un mot rapide sur l'essai argumenté que vous avez en B2 également. Donc en C1 aussi, vous devez faire un essai argumenté. Bon, alors c'est très proche du B2. Quelles sont les différences? D'abord, c'est que l'essai que vous allez écrire, c'est toujours le thème en lien avec la synthèse. D'accord? Donc si vous aviez une synthèse sur l'exemple que je donnais, la médecine naturelle, votre essai argumenté aussi sera sur la médecine naturelle. Bon. Ce qui veut dire que vous pouvez réutiliser certaines idées des textes de synthèse, pas uniquement, mais en partie. Vous pouvez aussi vous inspirer des textes de synthèse pour votre essai. Et bien évidemment, sur le C1, on sera plus exigeant sur l'orthographe, plus exigeant sur le lexique, les conjugaisons, etc. Voilà. On acceptera moins les erreurs sur lexique, orthographe, conjugaison. Une autre différence essentielle entre le C1 et le B2, c'est la conviction. En C1, vous devez être convaincu et convaincant. On doit remarquer votre intention de convaincre votre lecteur. Vous devez prendre position pour ou contre. Et vous devez utiliser ce qu'on appelle l'emphase, l'hyperbole, voire l'exagération. En B2, on peut accepter que le texte soit un peu plat. C'est-à-dire, vous dites, voilà, moi, mon avis, c'est que je suis d'accord. Voilà. En C1, ce n'est pas juste dire que moi, je suis d'accord. C'est que je veux que vous soyez aussi d'accord. Je veux vous convaincre. Alors, vous pouvez utiliser des questions rhétoriques. Vous devez vous adresser au lecteur. Vous devez impliquer le lecteur avec
une réelle intention de le convaincre. D'accord? Quand je parle de questions rhétoriques, ça veut dire, par exemple, vous pouvez écrire est-ce que vous pouvez imaginer un monde dans lequel les robots pourraient contrôler les humains avec un point d'interrogation. Et ensuite, vous écrivez bien sûr que non, point d'exclamation. Voilà. Ça, c'est le genre d'emphase, un exemple typique d'emphase qu'on attend en C1 qui montre que vous ne donnez pas juste votre opinion, mais qu'en plus, vous voulez convaincre le lecteur. Donc, il faut vraiment interpeller les lecteurs. Voilà. Ça, c'est un point essentiel du niveau C1. Et la dernière chose que je notais, c'est l'enchaînement des idées, le plan, la structure doit être également très très claire. Vous devez faire des transitions entre les paragraphes. En première partie, je dis ça, en deuxième partie, je dis ça, et expliquer pourquoi vous passez de la première à la deuxième partie. Voilà. Alors, ça a l'air évidemment très complexe vu comme ça, mais ce qui est absolument indispensable pour vous préparer au B2 comme au C1, c'est de prendre des cours. Les cours de préparation sont essentiels avant de passer un examen pour que vous soyez avec un professeur qui vous explique en détail ce que je suis en train de vous dire. Puisque évidemment, là, en 1 heure, je fais un résumé synthétique des DELF et des DALF, mais quand vous prenez les cours de préparation au DELF et au DALF, c'est ce genre de choses que vous travaillez en classe avec votre professeur d'une manière plus spécifique. Voilà, vous avez ici pour information la grille que les correcteurs utilisent pour mettre votre note à l'essai argumenté. Et enfin, on termine sur l'expression orale du DALF C1 qui est quasiment comme le B2, c'est-à-dire que vous avez le temps de préparation, le monologue, où vous parlez tout seul, et ensuite le débat avec les examinateurs. C'est le même système qu'en B2. Les différences, on va les voir. Alors, la même chose, toujours exprimer une opinion. On vous donne des textes et vous devez dire si vous êtes d'accord avec les textes, si vous n'êtes pas d'accord avec les textes, toujours la même chose, votre opinion. La différence en C1, c'est la longueur des textes. En B2, vous aviez un petit texte, un petit paragraphe de 10 lignes. En C1, c'est 2 pages. 2 pages complètes de texte à lire. D'accord? Donc les textes sont beaucoup plus longs. Mais le temps de préparation est plus long. En B2, vous aviez 30 minutes pour vous préparer. En C1, vous avez 1 heure pour vous préparer. 1 heure. Et en plus, en C1, vous avez un dictionnaire. On vous prête un dictionnaire. Un dictionnaire français. Français-français. Pas de bilingue. Ce n'est pas un traducteur qu'on vous donne. C'est un dictionnaire monolingue. Donc, vous pouvez utiliser pendant 1 heure le dictionnaire monolingue en C1. En ce qui concerne le monologue, pareil, plus long. En B2, c'était 5 à 7 minutes. En C1, c'est plutôt 8 à 10 minutes. La structure logique en B2, elle est attendue. En C1, elle est exigée. C'est-à-dire qu'en vrai, en C1, vous devez vraiment bien expliquer votre structure, vos arguments, vos enchaînements. Et en B2, je vous disais de faire une petite conclusion rapide. En C1, la conclusion est très importante. En C1, la conclusion doit être élaborée, pertinente, ouvrir sur un autre sujet. Voilà. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas expliquer en 2 minutes, mais qu'on vous expliquera aussi dans les cours de préparation C1. La conclusion est importante en C1. En ce qui concerne le débat, c'est le même système. Les examinateurs vont vous demander de réexpliquer certaines choses, de reformuler, ou ils vont vous contredire, ils ne seront pas d'accord, et vous devrez les convaincre. C'est la même chose. Qu'est-ce qui change? Le temps du débat. En B2, c'était environ 10 minutes. En C1, c'est plutôt un quart d'heure. En B2, vous deviez bien évidemment répondre aux questions. En C1, ça ne suffit pas de répondre. En C1, vous devez non seulement répondre aux questions, mais enchaîner sur d'autres questions liées, des questions annexes. Vous devez élargir le débat, aller plus loin que la question.
En C1, vous devez répondre à la question, mais aussi aller plus loin que la question. Et ce que je vous disais pour l'écrit est également valable à l'oral, la conviction. Vous devez convaincre l'examinateur. En B2, on se contente de dire que moi je pense ceci, moi je pense cela. En B1, vous devez tenter de vraiment convaincre l'examinateur. Vous devez vous animer le débat. L'idéal, c'est qu'en C1, c'est le candidat qui est l'animateur du débat. En C1, vous ne devez pas attendre que les questions arrivent. En C1, vous devez vous-même provoquer les questions. Voilà. Donc c'est le niveau d'exigence qui change. La méthodologie est similaire pour les deux examens. Voilà. Alors, bon, je n'ai pas le temps, malheureusement, de parler du DALF C2, mais vous trouvez cette présentation sur le site internet de l'école, voilà, et surtout sur le site internet de France Éducation Internationale, que vous pouvez trouver des exemples sur le DALF C2. Voilà. La seule chose à retenir en C2, c'est que compréhension orale et production orale, c'est une même épreuve, les deux ensemble, et compréhension et production écrite également, c'est deux en un. Donc c'est tout un autre système. Concernant les mots familiers, avec modération, je dirais, avec modération, parce que à l'écrit, c'est toujours des textes formels. Donc, si c'est un texte formel, les mots familiers sont interdits dans un texte formel. Pour l'oral, ok, pour l'oral, ça peut passer. D'accord? À l'oral, il y a une ambiance avec les examinateurs en général. Ils sont gentils, ils vous mettent à l'aise, ils sont sympathiques normalement. Alors oui, les mots familiers, vous pouvez, avec modération toutefois. Voilà. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je peux prendre 2 ou 3 minutes encore pour répondre à quelques questions spécifiques. Et voilà, je vous donne le lien du site internet officiel de France Éducation. À partir de ce site, vous avez des liens vers d'autres sites. Voilà. Mais ça, c'est la ressource principale pour vous préparer au DELF et au DALF. Alors, je vois une question. Pensez-vous que ça vaut la peine de faire le B2 ou le C1 directement? Alors, ce que je peux recommander quand même, c'est de faire les deux. Pourquoi? Parce que si votre objectif, c'est le C1, le B2 permet de faire une sorte d'entraînement au C1. Surtout si vous êtes stressé, on va dire. Ce qui est normal, un examen, c'est stressant. Il n'y a pas de honte à être stressé. Donc, si le C1 vous stresse, éventuellement, si vous avez le temps et les ressources financières, hein, le B2, ça peut faire une sorte d'entraînement pour voir un peu comment ça se passe. Si vous n'êtes pas trop habitué à ce format-là. Voilà. Le B2, ça peut faire un entraînement pour le C1. Ensuite, donc, voilà, on a, puisque je vois la question donc, avec le cours normal, les cours préparatoires sont recommandés. Il y a des cours spécifiques de préparation pour ça, parce que ce que nous faisons en classe, ça prépare globalement à l'examen du B2 ou du C1, mais la méthodologie exactement, ça, c'est les cours de préparation. Les cours de préparation, c'est comment faire un plan. Ça, c'est le cours de préparation. Comment faire une conclusion. Ça, c'est le cours de préparation. Comment faire une synthèse. Ça, c'est le cours de préparation. Donc, les cours de préparation, c'est important parce que ce sont des cours de méthodologie. De méthodologie. En cours de préparation, on ne fait pas ce qui est grammaire et vocabulaire et lexique. Ça, ce sont les niveaux de cours normaux. Voilà. Et donc, voilà, cette présentation, donc, nous allons terminer, est disponible sur le site internet www.voila.edu.pl. Voilà, vous pouvez la revoir et bien entendu, si vous avez des questions sur ce même site internet, vous pouvez aussi laisser vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier pour votre attention. Vous souhaiter bonne chance pour votre examen le jour où vous le passerez. Mon conseil essentiel, ne stressez pas, lisez la presse, lisez l'actualité, renseignez-vous sur la culture, lisez des livres, regardez des films. C'est un examen de langue et un peu aussi de culture. Et surtout, prenez toujours beaucoup de plaisir dans vos études de français. C'est le principal et pour l'examen, ça se voit. Voilà. Merci beaucoup, bonne fin de journée et
À bientôt, j'espère. Au revoir.